Je m'appelle Esteban Garcia et j'ai 78 ans. Je n'aurais jamais imaginé que la personne avec qui j'avais partagé toute ma vie serait celle-là même qui me dénoncerait comme un criminel. Après 50 ans de mariage, ma femme, Maria, a appelé l'immigration et m'a donné mes informations, sachant que cela me vaudrait l'expulsion. Sa voix est restée ferme. Pendant que je dormais, elle était au téléphone, et ce que j'ai entendu m'a tout de suite tout compris. Oui, il n'a pas de papier. Il est ici, à la maison. Venez vite. C'étaient ces mots, prononcés calmement, comme si elle commandait une pizza. Je me suis reposé un moment sur le canapé du salon et je suis resté figé. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Le lendemain matin, on a frappé fort à la porte. C'étaient des agents de l'immigration. Ils sont entrés en uniforme, avec le visage sévère de gens qui n'entendent pas la voix de la raison. Je n'ai rien compris. Je ne voyais que Maria debout derrière eux, les bras croisés, et ce regard glacial que je n'oublierai jamais. Elle ne criait pas, ne plairait pas, n'avait pas peur. Elle était calme, comme quelqu'un enfin soulagé d'un poids. Un des agents m'a dit que je devais les accompagner, qu'il y avait une plainte contre moi. Ils m'ont menotté devant mes propres enfants, qui étaient arrivés ce soir-là pour nous rendre visite. Je pensais que l'un d'eux me défendrait, qu'il dirait que c'était une erreur, mais non. 3 d'entre eux sont restés aux côtés de leur mère, comme si tout avait été planifié. Seule Perla, la plus jeune, a tenté de s'approcher, mais Maria l'a arrêtée d'un regard, et j'ai alors compris que je ne pouvais rien faire. Mes propres enfants, que j'avais nourris et traversé la frontière pendant des années, me regardaient maintenant avec mépris. L'un d'eux a ricané et a dit « Il était temps que tu partes, vieux bon à rien ». Ces mots m'ont transpercé comme un couteau. Ils m'ont fait monter dans le camion devant tous les voisins. J'ai ressenti de la honte, de la rage et une douleur indescriptible. Moi qui avais travaillé comme un âne toute ma vie, qui avait enduré la chaleur, la faim et l'humiliation aux États-Unis pour leur offrir un toit et un avenir, j'étais maintenant traité comme un criminel chez moi. Maria ne se cachait pas, ne manifestait ni tristesse ni remords. Au contraire, elle me regardait d'un air victorieux, comme si elle recouvrait une dette impayée. Pendant le trajet, les souvenirs me sont revenus en mémoire. 50 ans de mariage, 5 décennies à partager le meilleur et le pire. Et tout cela se résumait à cette trahison. Je me suis souvenu du jour de notre mariage dans la petite ville du Mexique, des premières années où j'allais travailler dans le bâtiment pendant qu'elle s'occupait des enfants, des nuits où nous comptions les pièces pour avoir assez de lait, des larmes quand j'ai réussi à les faire venir vivre avec moi aux États-Unis. Tout cela semblait n'avoir jamais existé. Elle a tout effacé d'un simple coup de fil. À notre arrivée au centre de détention, ils m'ont fouillé comme si j'étais un étranger. Ils m'ont pris mes affaires, m'ont parlé en anglais avec des mots que je ne comprenais pas bien, et je voulais juste une explication. Mais il n'y en avait pas. Ils m'ont assis sur un banc de métal froid avec d'autres hommes tout aussi fatigués, et c'est là que j'ai compris que je ne rêvais pas. Maria m'avait livré. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas une erreur, c'était une décision calculée. Le soir même, un des agents m'a autorisé à passer un appel. J'ai composé le numéro de la maison, espérant que Maria répondrait, qu'elle me dirait que tout était une erreur, qu'elle s'excuserait. Elle a répondu oui, mais ces mots m'ont fait encore plus mal. N'appelle plus, Esteban. Tu n'as plus rien ici. Tout ce que tu avais est à moi, et mes enfants me soutiennent. Elle n'a pas dit « nos enfants », elle a dit « mes enfants ». Cette phrase s'est gravée dans ma poitrine. Je m'effaçais de l'histoire de ma propre famille. J'ai essayé de dormir par terre, au milieu du bruit des autres détenus autour de moi, mais je n'entendais que ces mots. Mon esprit revenait sans cesse au salon de ma maison, au regard froid de Maria, aux expressions moqueuses de mes 3 enfants qui l'entouraient comme des soldats obéissants. Je pensais à Perla, à son visage surpris et peiné, et à la façon dont elle essayait de me défendre sans pouvoir rien faire. Elle était la seule qui me restait, la seule à ne pas s'être livrée à la haine de sa mère. L'aube est arrivée sans que je m'en aperçoive. L'officier a ouvert la porte et m'a dit de me préparer. Ils allaient m'expulser le jour même. Ils m'ont mis dans un avion avec d'autres expulsés, chacun avec son histoire, chacun avec ses larmes. Je n'ai pas pleuré, je n'avais plus de larmes. Ce que je ressentais, c'était un vide immense, un trou dans ma poitrine qui semblait tout engloutir. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu les nuages recouvrir le sol. Et la seule chose que je pouvais me répéter, c'était 50 ans et c'est comme ça qu'elle me payait. Lorsque l'avion atterrit au Mexique, je sentis mes pieds toucher le sol, mais mon cœur était ailleurs. Je débarquais avec la même valise que j'avais apportée aux États-Unis plus de 40 ans plus tôt, seulement elle était maintenant vieille, brisée et pleine de souvenirs qui pesaient plus que n'importe quel bien matériel. Je n'avais nulle part où aller. Les agents me livrèrent aux autorités locales et me laissèrent à l'aéroport comme un colis oublié.
Je marchais lentement, tête baissée, essayant de comprendre comment il était possible qu'après tant de sacrifices, tant d'efforts, je sois devenu un étranger dans mon pays natal. À ce moment-là, mon esprit commença à repenser à ma vie. Je me souvins de ma jeunesse, lorsque j'avais rencontré Maria sur la place de ma ville. Elle était jolie, avec un sourire facile, et je n'avais que mes mains pour travailler et un cœur rempli de rêves. Je l'épousai en pensant que nous serions ensemble jusqu'au bout, que nous partagerions joie et peine. Avec le temps, nos enfants sont arrivés, et chacun d'eux était une motivation supplémentaire pour traverser la frontière et chercher un avenir meilleur. J'ai travaillé dans le bâtiment, la restauration, les champs. J'ai tout fait pour les voir grandir et avoir des opportunités. Mais à cet instant, dans un aéroport qui me semblait inconnu, j'ai compris que tout ce que j'avais fait était effacé par la haine et l'ambition. Maria m'a non seulement livré à l'immigration, mais elle a aussi réussi à empoisonner l'esprit de 3 de mes enfants. C'étaient mes propres enfants, que je portais dans mes bras, à qui j'achetais des jouets, que j'emmenais à l'école. Maintenant, ils me voyaient comme une nuisance, comme quelqu'un qui devait disparaître pour conserver le peu que j'avais accompli. Ça me faisait mal de me souvenir de leur visage, surtout celui de Roberto, mon fils aîné. J'ai toujours pensé qu'il serait le plus reconnaissant, car je l'avais aidé à terminer ses études en faisant des doubles journées pendant des années pour financer ses études. Pourtant, c'est lui qui m'a dit devant les agents, « Il était temps que tu partes, mec. » Ces mots me hantaient comme un écho constant. Parfois, j'aurais voulu croire qu'il avait dit ça sous l'effet de la colère, d'un coup de tête, mais non. La froideur de son regard m'a confirmé qu'il parlait à la minusant. Série, je suis sorti de l'aéroport. Dehors, la chaleur mexicaine m'a frappé comme une claque. Un homme s'est approché de moi pour me proposer un taxi, mais je n'avais pas assez d'argent, juste quelques pièces et des billets froissés dans ma poche. Je me suis assis sur un banc et j'ai regardé autour de moi, observant les gens passer avec leurs valises, leurs familles, leurs projets et leurs rêves. Je n'avais rien de tout cela, juste un trou dans la poitrine et une valise presque vide. J'ai décidé d'appeler Perla. Elle était mon dernier espoir. J'ai composé son numéro, les mains tremblantes, et quand j'ai entendu sa voix à l'autre bout du fil, j'ai ressenti un soulagement indescriptible. « Papa, où es-tu? Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, désespérée. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Je lui ai raconté comment j'avais été expulsé et comment sa mère et ses frères et sœurs m'avaient tourné le dos. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis « Dis, tu n'es pas seul, papa, je vais t'aider. » Ces mots me redonnèrent un peu de force. En attendant des nouvelles de Perla, je me remémorais son enfance. Elle était toujours différente de ses frères et sœurs. Tandis que d'autres me demandaient des choses chères ou se plaignaient de ce qu'ils n'avaient pas, Perla se contentait de ma compagnie, m'aidait au jardin, m'écoutait quand je rentrais fatigué du travail et ne me parlait jamais avec mépris. C'est peut-être pour cela que sa mère la regardait toujours avec suspicion, car elle ne pouvait pas la manipuler de la même manière. Ce jour-là, j'arpentais les rues de la ville sans but précis. Les trottoirs étaient remplis de vendeurs ambulants, de voitures qui klaxonnaient, de gens pressés. Je me sentais comme un fantôme au milieu de tout cela. J'ai jeté une bouteille d'eau avec les quelques pièces que j'avais et m'assis à l'ombre pour me reposer. Je repensais à ma maison, à mon fauteuil, aux photos que j'avais accrochées dans le salon, et au fait que Maria les avait probablement déjà jetées. Elle ne voulait même pas une trace de moi dans cette maison. Quelques heures passèrent avant que Perla ne m'appelle à nouveau. « Papa, ne t'inquiète pas. Je pars au Mexique. Je ne te laisserai pas seul. Et puis, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Sa voix était assurée, comme si elle savait quelque chose que j'ignorais. Cette nuit-là, j'ai dormi sur un banc à l'aéroport, ma valise serrée contre moi, le cœur rempli de questions et d'une lueur d'espoir. Je ne pouvais m'empêcher de penser à la cruauté de Maria pendant un demi-siècle à ses côtés, partageant joie, maladie, réussite, anniversaire, naissance de petits-enfants, et au final, tout ce qui comptait pour elle, c'était de garder la maison et les biens. Me contenir ne lui suffisait pas. Je lui suffisais de lui donner ma vie entière. Elle devait aussi m'effacer, me déraciner comme si je n'avais jamais existé. Et elle y est parvenue, au moins pour un temps. Le lendemain, très tôt, Perla m'a rappelé. Sa voix était déterminée, différente de la veille. « Papa, j'ai besoin que tu m'écoutes calmement. Je pars en voyage, mais avant, il faut que tu saches quelque chose. » Je suis resté silencieux, le cœur battant. Elle a continué. « La maison et les biens que tu possédais ne sont pas au nom de maman ou de mes frères et sœurs. Ils sont à mon nom. Tout ce que tu as construit, tout ce pourquoi tu as travaillé, est en sécurité chez moi. » J'avais le souffle coupé. Je me suis tenu la main contre la poitrine, essayant de comprendre ce que j'avais entendu. Je me suis souvenu qu'il y a des années,
Lorsque j'ai commencé à remarquer que Maria se comportait bizarrement, j'ai décidé de consulter un avocat de confiance. Il m'a conseillé de mettre les actes de propriété et le peu que je possédais au nom de quelqu'un en qui j'avais entièrement confiance. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai choisi Perla. C'était la seule qui ne m'avait jamais laissé tomber. Nous avons signé des documents, parcouru les papiers, et puis, avec le temps, j'ai oublié. Maintenant, je comprenais que cette décision allait me sauver. Je suis resté assis un long moment à regarder les gens passer à l'aéroport. Je les voyais marcher avec des valises neuves, vêtus avec élégance, le sourire aux lèvres. Et moi, avec ma vieille valise et la trahison de ma femme et de mes 3 enfants sur les épaules, je commençais à sentir que j'avais encore une chance. La voix de Perla me donnait de la force. « Papa, ils ne savent rien. Ils croient tout avoir, mais en réalité, ils n'ont rien. Laisse-les s'épuiser. Toi et moi, on s'en sortira. » Je ne pouvais m'empêcher de penser aux paroles cruelles que mes autres enfants m'avaient adressées. Je me souvenais clairement du moment où il m'avait fait monter dans le fourgon de l'immigration et où Roberto m'avait crié « Il était temps que tu partes, vieux bon à rien !» Son frère Javier avait conclu par une phrase qui me brûle encore. « J'espère qu'il ne reviendra pas pour que maman puisse dormir tranquille. » Et comme si cela ne suffisait pas, Sandra, ma fille unique, hormis Perla, avait ajouté « Tu es une nuisance. À cause de toi, nous avons toujours eu des vies limitées. » Des mots durs, prononcés sans un tremblement dans la voix. C'étaient mes enfants, ceux que je voyais faire leurs premiers pas, ceux que je tenais par la main pour aller à l'école, ceux que je serrais dans mes bras quand ils avaient peur. Maintenant, ils me crachaient leur haine au visage. Je ne comprenais pas comment ils avaient changé à ce point, comment ils pouvaient me haïr ainsi. Et le plus douloureux, c'était que derrière tout ça, il y avait Maria, leur mère, la femme avec qui j'avais partagé plus d'un demi-siècle. Elle les avait empoisonnés contre moi. Cet après-midi-là, assis sur le banc froid de l'aéroport, je suis allé à un stand de restauration pour dépenser quelques pièces. J'ai acheté un café et un morceau de pain. Pendant que je mangeais, un homme qui attendait aussi m'a dévisagé. « Ils t'ont expulsé ?» m'a-t-il demandé sans ménagement. J'ai hoché la tête, refusant de parler. Il a soupiré et a dit « Moi aussi, mon frère. Ma femme m'a dénoncé comme la tienne. Quand l'argent et la maison s'immiscent entre nous, la famille devient notre pire ennemi. » J'ai été surpris d'entendre cette histoire, si semblable à la mienne. Nous n'étions pas si différents. Nous étions des hommes qui avions tout donné et qui avaient fini par être trahis par nos proches. Au crépuscule, Perla m'a rappelé. « J'ai déjà le billet. Papa, je serai avec toi dans 2 jours. » J'ai ressenti un immense soulagement. Je ne serai pas seul longtemps. J'ai pensé à ce que seraient ces jours-là pour Maria et les autres. Ils étaient probablement en train de faire la fête. J'imaginais Maria trinquant avec mes 3 enfants, persuadés qu'ils avaient trouvé leur vie facile, qu'ils vendraient bientôt la maison et se partageraient l'argent. Ils pensaient probablement que j'étais fini, coincé au Mexique sans rien. Cette image me faisait bouillir le sang, mais elle me procurait aussi une paix intérieure. Ils ignoraient que tout était au nom de Perla. Cette nuit-là, j'ai dormi par terre à l'aéroport. Le froid m'a transpercé, mais ce n'était rien comparé au vide que je ressentais dans ma poitrine. J'ai fermé les yeux et j'ai vu Maria dans le salon, au téléphone, s'abandonnant à l'immigration comme si j'étais un étranger. J'entendais les voix de mes enfants me traiter d'inutile, espérant que je ne reviendrais pas. La douleur était insupportable, mais quelque chose en moi commençait à se transformer. C'était comme une étincelle qui s'allumait lentement. Je me suis promis de ne pas abandonner. Je ne les laisserais pas effacer mon nom, ni me dépouiller de ce qui m'avait coûté sang et eau. J'avais traversé des rivières, travaillé des journées interminables, enduré des humiliations, et tout ça pour eux. Et maintenant, ils me payaient par leur mépris. Eh bien, je n'allais pas rester les bras croisés. Perla était avec moi, et cela suffisait à me motiver. En essayant de dormir, j'écoutais les conversations des autres déportés autour de moi. Chacun racontait ses malheurs. Des femmes qui les avaient quittés, des enfants qui les avaient oubliés, des amis qui les avaient trahis. C'était un chœur d'histoires brisées. Je restais silencieux, mais intérieurement, je pensais que la mienne serait différente, non pas parce qu'ils ne m'avaient pas trahi, mais parce que je détenais encore une lettre cachée dont ils ignoraient l'existence. Et cette lettre, une fois révélée, les laisserait sans voix. Les jours suivants furent difficiles. Je dormis à l'aéroport même, faute d'argent pour payer un hôtel, et je ne connaissais personne à proximité pour m'héberger. Chaque nuit, je m'appuyais sur ma valise, vêtue de mon vieux manteau, essayant de m'endormir au milieu des annonces des haut-parleurs et des pas pressés des voyageurs. La solitude pesait plus lourd que le froid. J'avais l'impression que ma vie m'avait été arrachée d'un seul coup, comme si en quelques heures,
Ils avaient effacé tout ce que j'avais été pendant des décennies. Pendant ce temps, Perla m'appelait souvent. Sa voix me donnait de la force. « Papa, ne mange pas ce qu'on vend. Dans la rue, je serai bientôt là. Je te le promets, tu n'es pas seul. » Elle me répétait ces mots encore et encore, et je m'y accrochais comme un naufragé à un morceau de bois au milieu de la mer. Elle était ma lumière dans l'obscurité. Un jour, alors que j'attendais des nouvelles, j'ai reçu un appel inattendu de Roberto, mon fils aîné. J'ai répondu, espérant qu'il voulait s'excuser, qu'il s'était repenti, mais son ton était froid, teinté de moquerie. « Quoi? Tu es déjà au Mexique? Eh bien, habitue-toi, car tu ne partiras jamais. Tu n'as plus rien ici. Maman rénove la maison, et on va la vendre dès qu'elle sera terminée. Arrête de te faire des illusions. » Je n'avais pas de mots. Je suis resté silencieux, écoutant mon propre fils se réjouir de mon malheur. Avant de raccrocher, il m'a de nouveau poignardé. « Tu as cherché ça. Mec, tu as toujours été un raté. Maintenant, on va enfin vivre en paix sans toi. » Je suis resté là, le téléphone à la main, tremblant de rage et de douleur. Je n'arrivais pas à croire que ces mots sortaient de la bouche du même fils que j'avais porté sur mes épaules, que j'aidais à étudier, qui ne manquait jamais de nourriture. J'ai pleuré en silence, non par faiblesse, mais parce que je comprenais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mes 3 enfants étaient perdus dans la haine et le désespoir. L'ambition de sa mère. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai arpenté les couloirs de l'aéroport jusqu'à me retrouver assis devant une fenêtre à regarder les avions décoller et atterrir. J'imaginais Maria à l'intérieur de la maison, en train de décrocher mes photos, de réarranger les meubles, de tout s'approprier comme si je n'avais jamais existé. Et le pire, c'était de penser que mes enfants l'aidaient, riaient ensemble, croyant s'être enfin débarrassés de moi. La rage se mêlait à la tristesse. J'avais l'impression que tous mes sacrifices avaient été vains. Le lendemain, j'ai reçu un autre appel, cette fois de Ravière. Sa voix était tout aussi cruelle. « Mec, je te préviens juste pour que tu ne rêves pas. La maison est déjà à nous. On va le vendre, et avec cet argent, maman ira bien. Alors, ne pense même pas à revenir, on va te claquer la porte au nez. » J'avais la gorge serrée. J'avais envie de lui crier dessus, de lui rappeler tout ce que j'avais fait pour lui. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste écouté son mépris. Avant de raccrocher, il m'a lancé une autre phrase. Il est parti. Tu devrais être reconnaissante qu'on ne t'ait pas placée en maison de retraite. C'est ce que tu méritais. Ces mots m'ont marqué. Une maison de retraite, comme si j'étais une vieille poubelle devenue inutile. C'est ce qu'il pensait de moi. J'avais traversé des rivières, enduré l'épuisement dû à la chaleur, travaillé de longues journées dans le bâtiment, et maintenant mes propres enfants me voyaient comme un fardeau inutile. Le 3e appel est venu de Sandra. Je pensais que parce qu'elle était une femme, elle aurait un peu de compassion. J'avais tort. Son ton était encore plus blessant que celui de ses frères. « Papa, ne m'appelle plus. Maman avait raison. Toute notre vie, tu nous as limités. Pendant que tu travaillais comme un âne, nous n'avions jamais de luxe. Maintenant, nous ne dépendons plus de toi. J'espère que tu mourras au Mexique et que tu ne reviendras jamais. » Après cet appel, quelque chose en moi s'est brisé. C'était comme si mon cœur avait été arraché 3 fois de suite. Ce n'était pas seulement Maria, c'était aussi mes propres enfants qui me poussaient dans l'abîme. Ce soir-là, j'ai marché dans les rues près de l'aéroport. Les lumières de la ville brillaient, mais je me sentais complètement dans le noir. J'ai trouvé une place assise sur un banc et je suis resté là jusqu'à l'aube. La douleur m'empêchait de respirer, mais une étincelle commençait à naître en moi. J'ai pensé à Perla, à sa loyauté, à ses paroles fermes, à sa façon de promettre son aide. Elle était différente, elle l'avait toujours été. Je me suis souvenu de mon enfance, lorsqu'elle m'accompagnait au travail, lorsqu'elle m'attendait pour dîner avec moi, même tard. Elle me donnait de la force. Au lever du soleil, je me suis fait une promesse, je ne resterai pas en arrière. Je n'allais pas laisser Maria et mes autres enfants m'effacer de mon histoire. Il fallait que je me lève, que je retrouve ma dignité. Je ne savais pas comment, mais je savais que j'y arriverais. Le 5e jour à l'aéroport, je me suis réveillé au son des valises traînées, des allées et venues, des annonces de vol, et j'étais toujours sur le même banc, la nuque douloureuse et le dos raide à force de dormir. Mes vêtements sentaient déjà la sueur et la fatigue. Peu m'importait mon apparence. Je n'avais qu'une chose en tête, attendre l'arrivée de Perla. À midi, mon téléphone a sonné. C'était elle. « Papa, je suis déjà en route pour l'aéroport de Mexico. Attends-moi là-bas. Ne bouge pas d'ici. » Entendre sa voix m'a ramené à la vie. Je me suis dirigé vers l'entrée principale. Je me suis installé dans un coin et je suis resté là, à regarder les gens entrer et sortir.
Le temps m'a semblé une éternité. Chaque minute semblait durer 1 heure. Mon cœur battait fort. Soudain, je l'ai vue. Perla est apparue dans la foule avec une petite valise et les yeux pleins de larmes. Elle m'a cherché du regard et, quand elle m'a trouvé, elle a couru vers moi. Nous nous sommes serrés fort dans les bras, si fort que j'ai eu envie de recoller les morceaux de mon âme brisée. « Papa, je suis avec toi maintenant. Tu ne seras plus jamais seul. » Ces mots m'ont fait trembler. Pour la première fois depuis des jours, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un à mes côtés, quelqu'un de vrai. Nous nous sommes assis dans un café de l'aéroport. Perla a commandé 2 cafés et un pain pour chacun. Je n'avais pas faim, mais elle a insisté. Pendant que nous mangions, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit ce que j'attendais d'entendre. « Papa, je veux te dire quelque chose d'important. Tout ce que tu as, la maison, les factures, les papiers, est à mon nom. Tu l'as fait il y a des années. Il croit avoir tout gardé, mais en réalité, il ne possède rien. Maman ne le sait pas, et mes frères non plus. Et maintenant que tu es là, nous allons nous battre ensemble. » Je suis resté silencieux. Je me suis souvenu de ce jour, il y a de nombreuses années, où j'avais décidé de tout mettre à son nom. Je l'avais fait par précaution, car je connaissais déjà le caractère de Maria. Je ne lui avais jamais fait confiance en matière d'argent. Je savais que Perla était la seule à ne pas me tourner le dos, et aujourd'hui, cette décision a été mon salut. « Papa, » continua Perla, pendant ta détention, ils ont commencé à faire la fête. Ils ont rénové la maison, prévoient de la vendre et de se partager l'argent. Mais s'ils essaient, ils vont avoir le choc de leur vie. Les papiers sont blindés, les avocats les ont examinés. Ils ne garderont rien. Je l'écoutais et mon sang bouillonnait en imaginant leur visage lorsqu'ils découvriraient la vérité. Maria, se croyant maîtresse de tout, et mes 3 enfants riant aux éclats, convaincus que j'avais enfin disparu de leur vie. Le coup allait être si violent qu'ils ne pourraient même pas se relever. Cet après-midi-là, Perla m'a emmené dans un hôtel économique, m'a payé une chambre avec 2 lits et m'a dit de ne pas m'inquiéter pour l'argent qu'elle avait économisé pour ce moment. Je la regardais sans cesse. Elle avait le même sourire d'enfant, mais maintenant c'était une femme forte et déterminée, et je ne voyais dans ses yeux que de la loyauté. Pendant que je prenais mon bain, l'eau coulait sur mon visage et je sentais qu'elle effaçait une partie de la trahison que je portais en moi. J'ai pensé à Maria, à la façon dont elle dormait paisiblement dans mon lit, planifiant l'avenir avec mes 3 enfants, sans jamais imaginer que tout s'écroulerait bientôt. Je n'ai pu m'empêcher de sourire amèrement. Cette nuit-là, Perla et moi avons discuté pendant des heures. Elle m'a raconté comment elle avait vu ses frères et sœurs se comporter comme des vautours autour d'elle. Maman, célébrant ma déportation comme un triomphe. Papa, il se moquait de moi. Il disait que tu allais mourir seul au Mexique, que tu ne reviendrais jamais. Ils ont même trinqué avec des bouteilles. De vin acheté avec tes économies. J'éprouvais de la rage, mais aussi de la détermination. Ce n'était plus seulement de la douleur. J'avais une raison de continuer, de leur montrer qu'ils n'avaient rien gagné. Le lendemain, Perla m'a emmené voir de vieilles connaissances, des avocats que j'avais protégés des années auparavant à la frontière. Ils m'ont accueilli avec une accolade. « Don Esteban, tu nous as sauvé la vie une fois, et nous te l'avions promis. Si tu avais besoin de quoi que ce soit, nous serions là. Maintenant, c'est notre tour. » Entendre cela m'a redonné espoir, comme je ne l'avais plus ressenti depuis des années. Les avocats de Tupic ont examiné les documents et ont confirmé ce que Perla m'avait déjà dit. La maison et les biens étaient légalement à son nom. De plus, ils m'ont assuré qu'ils pourraient m'aider à régulariser mon statut d'immigration et que je pourrais retourner aux États-Unis légalement. « Ça ne s'arrête pas là, Don Esteban », m'a dit l'un d'eux. « Ça commence à peine. » Cette nuit-là, j'ai mieux dormi. Non pas parce que ma douleur avait disparu, mais parce que j'avais maintenant un plan. Maria et mes 3 enfants pouvaient rire autant qu'ils voulaient. Ils avaient beau refaire les choses, dépenser et se vanter. Tôt ou tard, ils allaient se heurter à la vérité. Et ce jour-là, j'allais être là, debout, à les regarder tomber. Les avocats qui m'avaient accueilli au Mexique s'assirent avec Perla et moi pour examiner chaque document. Ils étalèrent des dossiers sur la table, et l'un d'eux, un homme aux cheveux gris et au regard fixe, dit avec une assurance absolue: « Don Esteban, vous n'avez rien à craindre. Légalement, tous les biens sont au nom de votre fille Perla. Ni votre femme, ni vos autres enfants n'ont de droit sur quoi que ce soit, et si vous tentez de lever le petit doigt, vous tomberez sous le coup de la loi. » Perla me serra la main et me sourit. J'ai poussé un soupir de soulagement, mais au fond de moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à la rage que Maria et mes 3 enfants ressentiraient lorsqu'ils découvriraient la vérité. Ils célébrèrent comme s'ils avaient déjà gagné, comme si j'étais un souvenir enfoui. Ils ne savaient pas qu'ils fêtaient en réalité sur des sables mouvants.
Tandis que les avocats parlaient, je me suis souvenu de ma rencontre des années auparavant. C'étaient de jeunes étudiants qui rêvaient d'exercer aux États-Unis, mais un jour, ils furent attaqués à la frontière par des hommes qui voulaient leur voler leurs papiers. J'étais là-bas, journalier, et sans hésiter, je les ai défendus. Je les ai accueillis chez moi pendant quelques semaines, et ils m'en étaient reconnaissants depuis. Ils étaient désormais des professionnels dans des cabinets renommés, et à ce moment-là, ils me rendaient l'appareil. L'un d'eux, le plus jeune, prit la parole. Il faut que nous ne montrions rien pour l'instant. Laissez votre femme et vos enfants continuer à croire qu'ils ont le contrôle. Lorsqu'ils essaieront de vendre la maison ou de régler leurs comptes, c'est là que le coup sera porté. Il faut les laisser sombrer seuls. Ces paroles étaient claires et stratégiques. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. J'imaginais Maria rénover la maison, changer les rideaux, repeindre les murs, retirer les photos où j'apparaissais, convaincu que tout lui appartenait. J'ai vu mes enfants déambuler dans les pièces comme s'ils étaient propriétaires, organisant des fêtes, parlant d'argent facile, et ce qu'ils ignoraient, c'est que tout allait s'écrouler dès la signature du premier acte de vente. Le lendemain, Perla m'a montré des messages qu'elle avait reçus de ses frères et sœurs. Roberto écrivait « Tu vois, on s'est enfin débarrassé du vieux. Maintenant, la maison appartient à maman et à nous. N'essaie pas d'entrer, on te mettra dehors. » Sandra a ajouté un autre message plein de venin. « Perla, tu as toujours été la chérie de papa, mais maintenant tu n'as plus rien. La maison est à nous, ne songe même pas à toucher un seul peso. » Perla me les a montrés les larmes aux yeux, mais aussi avec un sourire confiant. « Papa, laisse-les tranquilles, ils ne savent rien. Ils croient avoir gagné, mais en réalité, ils ont déjà perdu. » Mon sang a bouilli en lisant ces mots. Comment un tel mépris était-il possible? C'étaient mes enfants, ceux-là même que j'avais relevés lorsqu'ils étaient tombés, ceux à qui j'avais acheté des chaussures neuves, même si je marchais avec des chaussures cassées. Et maintenant, ils me traitaient comme un ennemi. J'éprouvais de la rage, certes, mais aussi un étrange calme. À chaque insulte, ils creusaient leur propre tombe. Cet après-midi-là, les avocats nous ont convoqués à leur bureau principal. Ils m'ont expliqué le plan en détail. Premièrement, ils allaient s'occuper de mes démarches pour régulariser ma résidence aux États-Unis. Il y avait de fortes chances qu'ils réussissent grâce à mes années de travail, mes contributions et les sacrifices que je pouvais prouver. Deuxièmement, ils allaient intenter des poursuites pour fraude contre Maria si elle essayait. Vendre ou hypothéquer la maison sans autorisation légale. Et troisièmement, ils se chargeraient de protéger les documents de Perla afin qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Je les ai écoutés attentivement. Je ne suis pas avocat, mais je comprenais ce qu'ils disaient. J'avais de puissants alliés, et je n'étais pas seul. Il ne me restait plus qu'à attendre le bon moment. Le soir, en rentrant à l'hôtel, Perla m'a raconté avoir vu des photos de Maria et de mes 3 enfants en train de fêter ça sur les réseaux sociaux. Ils trinquaient sur la terrasse avec des bouteilles de luxe, souriant comme s'ils avaient gagné au loto. « Regarde, papa » a-t-elle dit en me montrant son portable. Ils croient publier des photos annonçant qu'ils sont enfin libres, que la maison est à eux. Je les ai vus un par un. Ça m'a fait mal, mais en même temps, ça me procurait un étrange plaisir de penser à la suite. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer la scène suivante. Eux chez un notaire, en train de signer la vente, et le notaire s'arrêtant pour leur annoncer qu'ils n'étaient pas propriétaires, les visages surpris, les disputes, la colère. Cette pensée m'est restée en tête jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, alors que nous prenions le petit déjeuner à l'hôtel, Perla a reçu un autre appel. C'était Sandra, sa sœur. Elle lui a parlé d'un ton agressif. « Tu devrais être de notre côté, pas de celui de ce vieil homme. Maman nous a dit que tu le soutenais toujours, mais je te préviens, Perla, si tu te mêles de nos plans, tu le regretteras. » Perla écouta en silence, puis répondit fermement. « Sandra, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne me menaces pas. Le jour viendra où tu comprendras ton erreur. » Elle raccrocha et me regarda calmement. « Papa, n'aie pas peur. Ils couleront tout seuls. » Je la serrai dans mes bras. Cette fille était ma force, ma fierté. Grâce à elle, j'avais encore des raisons de me battre. Et même si je savais que le pire était à venir, je savais aussi que le coup de grâce serait le nôtre. Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir sur le lit dur de l'hôtel, les souvenirs ont commencé à me hanter. Ce n'étaient pas des rêves, c'étaient des scènes saisissantes qui revenaient sans qu'on me le demande. J'ai fermé les yeux et je suis redevenu ce jeune homme qui, la valise à moitié vide et le cœur rempli de rêves, a franchi la frontière pour la première fois. Maria m'a accompagné, nos petits-enfants se tenant la main. Nous n'avions rien, juste le désir qu'ils grandissent avec plus d'opportunités que nous. Je me souviens bien de la chaleur des champs californiens.
Des journées interminables au soleil, les mains pleines d'ampoules, le dos brûlant et les pieds en sang dans des bottes usées. C'est là que j'ai commencé à apprendre ce qu'était le véritable sacrifice. Il travaillait du matin au soir pour gagner juste de quoi payer le loyer et envoyer les enfants à l'école. Chaque pièce que j'économisais me semblait un trésor. Maria était là, préparant des haricots et du riz, s'occupant des petits, me disant que ça en valait la peine. Je le croyais. Un souvenir plus fort m'est revenu à l'esprit. Un jour, sur un chantier de construction, un contremaître m'a crié dessus devant tout le monde. « Espèce de vieux. Clandestin, tu ne sais même pas parler anglais. Retourne dans ton ranch. » J'avais tellement honte que j'étais sur le point de jeter mes outils. Mais à ce moment-là, j'ai pensé à mes enfants. J'ai sucé, j'ai baissé la tête et j'ai continué à travailler. Je suis rentré à la maison et j'ai vu mes enfants dormir dans des lits propres avec des vêtements neufs. Cette image m'a guéri de tout. Je me suis dit, ça vaut le coup? Tout cela en vaut la peine. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est qu'au fil des années, ces mêmes enfants me considéraient avec mépris comme une nuisance. Le contraste m'a fait mal à l'âme. Un dessin. Il avait dessiné une petite maison, avec un homme et une fille se tenant la main. Il m'a dit, « Écoute, papa, c'est toi et c'est moi, et c'est la maison que tu nous as donnée. » Cette nuit-là, j'ai pleuré en silence parce que je sentais que tous les efforts en valaient la peine et que ce souvenir m'a fait comprendre que je n'avais pas tort de tout mettre à son nom. Elle a toujours été différente. Les souvenirs ne concernaient pas seulement le travail. Des scènes avec Maria me sont également venues à l'esprit qui me semblaient désormais fausses. Comme cette fois où il m'a serré dans ses bras après qu'un employeur m'ait injustement licencié. Elle m'a dit qu'elle était fière de moi, que j'étais un homme fort. Aujourd'hui, ces mots me semblent vides de sens. À quel moment avez-vous arrêté de me voir comme un partenaire et commencé à me voir comme un ennemi? En pensant à tout cela, j'ai entendu les voix de mes enfants résonner dans ma tête. Roberto me crie dessus, « Espèce de vieil homme inutile !» Javier disant qu'il aurait souhaité ne jamais revenir. Sandra souhaite que je meure au Mexique. Chaque phrase était comme un coup de couteau, mais aussi comme une étincelle qui enflammait ma rage. Il ne voulait pas se venger par orgueil, il voulait que justice soit rendue pour tout ce qu'il avait donné. Ce matin-là, je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel. J'ai vu les lumières de la ville et j'ai senti que chaque ampoule allumée était un souvenir de ce que j'avais laissé derrière moi. J'ai pensé aux fois où j'envoyais de l'argent au Mexique, aux lettres que j'écrivais, aux anniversaires que je manquais au travail pour qu'ils ne manquent de rien et maintenant ils oublient tout comme si je n'avais jamais existé. Pearl s'est réveillé et m'a trouvé debout là. Il est venu et m'a serré dans ses bras. « Papa, assez de souvenirs avec douleur. Tout ce que vous avez fait n'a pas été vain. Il est maintenant temps pour vous de l'utiliser pour vous lever. » Sa voix m'a calmé. Je me suis assis avec elle sur le lit et lui ai raconté une anecdote que j'ai toujours gardée. La nuit où j'ai failli mourir de froid en travaillant dans un champ, je me suis endormi sur un sac en frissonnant et quand je me suis réveillé, j'ai juré de ne plus jamais abandonner. C'est cette promesse qui me revient à l'esprit maintenant. Les souvenirs des humiliations et des sacrifices m'ont blessé, mais ils m'ont aussi renforcé moi. J'ai compris que toute cette vie de coups, de sueur et de larmes m'avait préparé à ce moment. Il n'allait pas me briser. Si j'avais enduré le mépris des étrangers, j'aurais aussi enduré celui de ma propre famille. Avant l'aube, j'ai fermé les yeux et j'ai pensé à l'avenir. Maria et mes 3 enfants pouvaient rire autant qu'ils voulaient. Mais quand cela arriverait, la vérité était qu'ils n'auraient nulle part où se cacher et j'allais être là, non pas avec violence, mais avec la force de justice et de dignité qui m'a toujours accompagné. Le jour où Perla est revenu aux États-Unis pour régler quelques questions juridiques, je me suis retrouvé seul au Mexique et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le plus fortement le poids de l'expulsion. Je n'étais plus à l'aéroport ni dans un hôtel. J'ai décidé de parcourir les rues de la ville où je suis né à la recherche de quelque chose qui me ferait me sentir chez moi. Mais tout ce que j'ai trouvé, c'est le vide. Le temps avait passé et je n'y étais plus pleinement à ma place. Les maisons étaient différentes. Les nouvelles personnes me reconnaissaient à peine et les quelques connaissances restantes me regardaient avec pitié. Je suis resté dans une petite chambre qu'un vieil homme m'a louée, une chambre avec des murs humides et un vieux lit qui craquait à chaque mouvement. Là, dans ce coin, j'ai compris ce que c'était de toucher le fond. J'avais faim, froid et seul. J'ai regardé mes mains ridées et j'ai pensé, à quoi servirait tant d'efforts si je me retrouvais ici? Abandonné? Ce n'était pas seulement une chute physique, c'était une chute de l'âme. Un jour, assis sur la place, j'ai reçu un autre appel de Roberto. Ce n'était pas pour me demander comment j'allais ou pour m'inquiéter. C'était pour m'enfoncer davantage. Vieil homme, ne perds plus ton temps. Maman a déjà changé les serrures ici. Nous avons déjà peint la maison et nous allons la vendre bientôt. Tu n'existes plus pour nous. Je l'ai écouté avec une colère contenue.
J'avais envie de lui crier dessus, de lui rappeler qu'il avait habillé, mais j'ai juste serré les dents. Avant de raccrocher, il m'a dit quelque chose qui m'a glacé le sang. « Reste là à mourir seul. Nous avons déjà notre vie. » Cette phrase est restée en moi pendant des jours. Chaque fois que j'ai parcouru les rues, je l'ai entendu résonner en moi. Tête, Sandra m'a également envoyé un message se moquant de ma situation. « Papa, j'espère que tu aimes ta ville. C'est là que tu aurais toujours dû rester. Tu n'as plus ta place ici. Maman est propriétaire de tout. » Je n'ai pas répondu. Il savait que cela ne servait à rien de parler à quelqu'un d'aussi haineux. La honte m'a aussi frappé. Les vieux voisins m'ont regardé et m'ont demandé ce qui s'était passé. Je n'ai pas eu le courage de dire toute la vérité. Ils disaient simplement qu'il était revenu parce que les choses n'allaient pas bien dans le Nord. Mais intérieurement, cela m'a brûlé d'admettre que ma propre femme m'avait dénoncé comme un criminel. Une nuit, alors que j'essayais de dormir dans ce lit inconfortable, j'ai senti le froid traverser les murs. Je me suis couvert du peu que j'avais et j'ai regardé le plafond. J'ai pensé à Maria, dormant paisiblement dans ce qui était autrefois mon lit, célébrant la prétendue victoire avec mes enfants. J'imaginais mes petits-enfants courant dans le salon, croyant que leur grand-père avait tout simplement disparu. Cette image m'a déchiré, mais au milieu de cette douleur, le souvenir de peur m'a tenu debout. Ces paroles résonnaient comme un écho qui me poussait à ne pas abandonner. « Papa, tu n'es pas seul. Tout ce que tu as en mon nom, ils n'ont rien. » Cette phrase était mon seul bouclier contre les ténèbres qui m'entouraient. Les journées devenaient lourdes, répétitives. J'ai traversé le marché, j'ai acheté le minimum avec les pièces qu'il me restait et je suis retourné dans la chambre pour attendre le prochain appel de Perle. Un après-midi, assis sur la place, j'ai entendu des hommes parler de quelqu'un qui avait été trahi par sa propre famille pour de l'argent. J'étais figé parce que c'était comme entendre ma propre histoire de la bouche des autres. Puis j'ai réalisé que je n'étais pas le seul, que beaucoup d'hommes comme moi avaient été utilisés puis jetés comme si de rien n'était. Ce jour-là, j'ai reçu un autre appel de Ravière. Sa voix semblait arrogante. « Vieil homme, es-tu toujours en vie? Quel miracle! Je vous préviens que la maison est presque prête à être vendue. Nous allons tout garder, que cela vous plaise ou non, et si vous essayez de faire quoi que ce soit, nous allons vous couler avec avocat. » Il raccrocha en riant. Je restai avec le téléphone à la main, serrant les poings. J'ai ressenti de l'impuissance, mais aussi quelque chose de différent, de la pure colère. Cette nuit-là, il est allé se promener seul. L'air froid m'a frappé le visage, mais je m'en fichais. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à chaque humiliation, à chaque mépris, et j'ai compris que j'étais au plus bas de ma vie. Il m'avait enlevé ma maison, ma famille, ma place dans le monde. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à partir de là, on ne peut faire que deux choses, abandonner ou se relever. J'ai regardé le ciel sombre et j'ai pensé à mon père, un homme humble qui m'a appris que la dignité ne doit jamais être abandonnée. Je me souviens quand il m'a dit « Mon fils, la pauvreté ne tue pas, mais la trahison tue. Ne laisse jamais personne prendre ton nom. » Cette phrase est restée dans ma poitrine et je savais que j'avais encore de la force. Il était seul, oui, expulsé, humilié, abandonné. Mais à ce moment précis, j'ai décidé que ce ne serait pas ma tombe. Ma femme et mes 3 enfants allaient connaître les conséquences de sa trahison. Et quand ce jour viendrait, j'allais le voir de mes propres yeux. Après avoir touché le fond dans cette pièce humide, j'ai commencé à regarder ce qui m'entourait avec des yeux différents. Je ne pouvais pas continuer noyé dans la tristesse. Si je restais là, j'allais mourir avant l'heure. J'ai commencé à sortir plus souvent, à observer la vie de la ville, à écouter les conversations des gens, et peu à peu j'ai compris que je n'étais pas seul dans mon malheur. Il y avait beaucoup d'hommes comme moi qui ont tout donné pour leur famille et ont fini par être abandonnés. Cette réalité m'a aussi donné du courage. Sur la place, j'ai rencontré un homme plus âgé qui vendait des bonbons. M'a dit que son propre fils l'avait emmené de sa maison pour conserver le magasin qu'il avait ouvert. Il m'a jeté dehors rue Esteban comme si j'étais une poubelle. Maintenant, je gagne ma vie en vendant ces bonbons, mais je ne me plie pas. Un jour, il paiera pour ce qu'il a fait. L'écouter, c'était comme se regarder dans un miroir. J'ai compris que la trahison n'était pas la mienne seule, elle appartenait à plusieurs. Et cette pensée a commencé à me donner de la force. Si d'autres pouvaient survivre au mépris, moi aussi. Chaque après-midi, je parlais avec Perla au téléphone. Elle m'a raconté comment mes autres enfants et Maria continuaient de faire la fête. Ils ont mis en ligne des photos sur les réseaux sociaux, rénovant la maison, montrant de nouveaux meubles et organisant même des fêtes. Perla les observait de loin et me transmettait l'information. « Papa, ils se moquent de toi. Ils disent que c'est fini, mais ils ne savent pas ce qui s'en vient. » Ces paroles étaient de l'essence pour mon feu intérieur. Un matin, j'ai reçu un appel des avocats.
Don Esteban, nous avons de bonnes nouvelles. Nous avons déjà entamé les démarches pour qu'il puisse retourner légalement aux États-Unis. Vous avez suffisamment de preuves de vos années du travail et des contributions. De plus, nous avons des témoins qui peuvent confirmer son histoire. J'ai ressenti un frisson d'excitation. Ce n'était pas qu'un rêve, il y avait une réelle possibilité de revenir. Je suis allé les voir au bureau. Ils m'ont accueilli avec respect, comme si j'étais un vieil ami qu'ils n'ont jamais oublié. Ils ont étalé d'autres documents sur la table et m'ont expliqué chaque étape. Avançons tout sereinement. Nous ne pouvons pas nous précipiter car s'ils le découvrent à l'avance, ils pourraient essayer d'autres pièges. L'important est que vous restiez calme. Lorsqu'ils tenteront de vendre la maison ou de déplacer des biens, ce sera le coup final. Je me sentais silencieux, mais à l'intérieur, mon sang bouillait. J'imaginais Maria signant des papiers avec un sourire, croyant que tout était entre ses mains, et le notaire l'arrêtant pour lui dire qu'elle ne possédait rien. Cette image m'a donné une satisfaction qui m'a maintenu en vie. Cette nuit-là, de retour dans la pièce, j'ai pensé à la façon dont la vie m'avait mis à genoux, mais elle me donnait aussi des outils pour me relever. La trahison de Maria et de mes enfants m'a amené à le point le plus bas. Mais grâce à Perla et aux amis que je me suis fait dans le passé, j'avais désormais un chemin et je n'allais pas le gaspiller. Les jours suivants furent consacrés à attendre et à observer. Ils se promenaient dans la ville, saluaient les gens, écoutaient leurs histoires. Chaque histoire de trahison m'a fait me sentir moins seul. Il y avait des vieillards qui me racontaient que leurs propres enfants leur avaient pris des terres, des femmes abandonnées par des maris qui gardaient tout. J'ai compris que l'ambition brise des familles entières et cela m'a donné plus de courage pour ne pas abandonner. Perla est revenue au Mexique après quelques jours et m'a cherché dans la pièce où je me trouvais. Dès que je l'ai vue entrer, j'ai senti l'air revenir dans mes poumons. « Papa, j'ai déjà parlé aux avocats. Tout va bien. Il ne reste plus qu'à attendre le bon moment. » Il m'a raconté que Maria avait commencé à se vanter auprès des membres de sa famille qu'elle aurait bientôt de l'argent entre les mains. Il a même dit que j'étais parti vaincu et que je ne reviendrai jamais. Pearl m'a regardé et a souri fermement. Il va tomber dans le grand bain quand il découvrira la vérité. Cela le même après-midi, Perla m'a ramené au bureau. Les avocats avaient plus de nouvelles. Don Esteban, nous avons trouvé la preuve que sa femme avait essayé d'hypothéquer la maison sans droit légal. Cela est considéré comme une fraude. Si vous l'autorisez, nous pouvons intenter un procès et cela la coulerait encore plus. Je suis resté silencieux en traitant les informations. Il ne s'agissait pas seulement de retrouver ma dignité. Il existait désormais un moyen de leur faire payer chaque humiliation. De retour dans la pièce, Perla m'a serré dans ses bras et m'a dit « Papa, ne pense pas à ce que tu as perdu, pense à ce que tu vas récupérer. » Cette phrase m'est restée. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était aussi l'occasion de me relever, de montrer que je n'avais pas fini. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi, non pas parce que les blessures étaient guéries, mais parce que j'avais désormais un plan clair. Je me sentais comme un homme qui, après des années dans l'obscurité, commence à voir la lumière au bout du tunnel. Maria et mes 3 enfants pensaient m'avoir détruit, mais en réalité ils m'ont poussé à trouver la force que j'avais cachée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une détermination différente. Il n'était plus l'homme vaincu qui dormait sur un banc à l'aéroport, ni celui qui pleurait en silence en se souvenant des paroles cruelles de ses enfants. Maintenant, j'avais un plan et même s'il était encore en construction, je savais qu'il allait tout changer. Perla m'a accompagné au cabinet des avocats et là, nous avons commencé à esquisser la stratégie finale. Nous nous sommes assis autour d'une table remplie de dossiers. L'un des avocats, le plus jeune, a ouvert un dossier et a déclaré « Don Esteban, la première chose est de renforcer légalement tout ce qui est déjà au nom de votre fille. Nous allons enregistrer chaque détail dans plusieurs instances afin qu'il n'y ait aucun doute. Cela laissera votre femme et vos enfants sans possibilité de réclamer quoi que ce soit. » J'ai pris une profonde inspiration, laissant ces mots me remplir de force. Après la réunion, nous avons marché dans le centre-ville. Pendant que nous mangions des tacos dans la rue, Perla m'a montré son téléphone portable. Là, ils se sont moqués de moi. Allongé dans la rue, où il le fera, il mourrait bientôt de faim. Ils ont même prévu ce qu'ils allaient faire avec l'argent lorsqu'ils vendraient la maison. L'un parlait d'acheter une nouvelle voiture, un autre d'investir dans une entreprise, et Sandra parlait de déménager dans une maison plus grande. Je les ai lus avec colère, mais aussi avec un calme étrange, car je savais que ces illusions allaient bientôt s'effondrer. Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, je suis resté à pratiquer devant le miroir ce que je leur dirais. Quand je leur faisais face, je ne voulais ni crier ni pleurer. J'ai voulu les regarder droit dans les yeux et leur dire la vérité avec calme. J'ai imaginé leur visage, la confusion, le désespoir, et cela m'a donné plus de force pour continuer. Le lendemain, nous sommes retournés chez les avocats. Cette fois,
Ils m'ont montré des copies des actes et des documents déjà mis à jour. Voilà, don Esteban, blindé, j'avais enfin quelque chose de solide, la preuve que ce n'était pas terminé. Un des avocats nous a prévenus. Préparez-vous, car quand ils découvrent qu'ils n'ont rien, ils réagiront avec violence. Je ne parle pas seulement de coups, je parle de fausses exigences, de menaces, d'insultes. Ils doivent être prêts à tout. Pearl m'a regardé et a hoché la tête. Je l'ai compris aussi. Je connaissais bien le personnage de Maria et de mes 3 enfants. Ils n'accepteraient pas facilement la défaite. Cet après-midi-là, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Marie. Sa voix était calme, trop calme. « Esteban, j'espère que tu t'es déjà habitué au Mexique. Les choses vont mieux que jamais ici. La maison est magnifique avec la rénovation. Vos enfants sont heureux. Vous n'avez plus rien à faire ici. » Elle me parlait comme si j'étais un étranger, comme si je n'avais pas partagé avec elle un demi-siècle de vie. Je n'ai pas répondu par des insultes, j'ai juste dit « Maria, profite en tant que tu le peux. Tout ce que tu as va s'effondrer entre tes mains. » Il y a eu un silence, puis elle m'a raccroché. Cet appel m'a laissé un sentiment étrange. Je savais qu'elle pensait qu'elle était la gagnante, qu'elle pensait que j'étais vaincu. Et c'était en partie bon pour moi de continuer à y croire, de continuer à célébrer. Parce que quand la vérité viendrait, le coup allait être plus fort. De retour dans la pièce, Perla m'a serré dans ses bras et m'a dit « Papa, ne t'inquiète pas. Ils dépensent le peu qu'ils ont en rénovation, croyant que tout leur appartient. Le moment venu, non seulement ils se retrouveront sans abri, mais ils se retrouveront également endettés. » J'acquiesçai en serrant les dents. Je savais que ce jour viendrait. Cette nuit-là, j'ai dormi avec un mélange de fatigue et d'attente. J'ai rêvé que j'entrais dans ma maison et que tout m'appartenait à nouveau, mais cette fois avec une perle à mes côtés, tandis que Maria et les autres repartaient les mains vides. Ce n'était pas seulement un rêve de vengeance, c'était un rêve de justice. Le jour de la première confrontation est arrivé plus vite que je ne le pensais. Les avocats m'ont appelé pour me dire que Maria et mes 3 enfants avaient entamé les démarches pour vendre la maison. Don Esteban, c'est le moment. Ils pensent avoir tout entre leurs mains, mais lorsqu'ils arriveront chez le notaire, ils vont se heurter à un mur. Vous devez être là pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux. J'ai senti une boule dans mon ventre. Ce n'était pas de la peur, c'était un mélange de colère et d'attente. Peur m'a accompagné. Nous sommes allés aux États-Unis avec les papiers en ordre grâce au soutien des avocats qui ont tout fait bouger en silence. Lorsque j'ai remis les pieds dans ce pays, j'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère. Il n'était pas revenu comme un déporté, mais comme quelqu'un venu affronter ceux qui l'avaient trahi. Nous sommes arrivés avant eux chez le notaire. Les avocats nous ont fait attendre dans une petite pièce aux murs blancs et aux chaises inconfortables. Je pouvais à peine rester assis. Mes mains transpiraient, mon cœur battait à tout rompre. Perla m'a regardé et m'a dit « Papa, calme-toi, c'est ton moment. Ils vont tomber et tu vas rester debout pour le voir. » Ces paroles m'ont calmé. Bientôt, j'ai entendu les voix de mes enfants dans le couloir. Ils ont ri, ils ont parlé de ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Avec ma part, j'ai acheté une nouvelle voiture, a déclaré Ravière. Je vais investir dans une entreprise, a dit Roberto, et je vais déménager, a ajouté Sandra. Chaque mot était comme un clou dans mon cœur, mais aussi comme de l'essence pour ma rage contenue. La porte s'est ouverte et ils sont entrés avec Maria. Le silence a rempli la pièce quand ils m'ont vu assis là. Leurs visages se sont transformés en quelques secondes. Vous étiez censé être au Mexique. Tu n'as rien à faire dans cet endroit. Je me suis levé lentement. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu calmement. Je suis ici parce que j'ai encore un nom, parce qu'ils ne m'ont pas effacé comme ils le pensaient et je suis là pour qu'ils sachent la vérité. Roberto a fait un pas vers moi avec arrogance. Vieil homme, sors. Cette maison est déjà à nous. Tu n'as droit à rien. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, c'est vrai. Le seul droit est celui de Perla parce que tout est à son nom. Tu n'as jamais eu droit à rien. Rien. Le silence était lourd. Maria frossa les sourcils comme si elle ne comprenait pas. Que dites-vous? Demanda-t-elle d'une voix aiguë. C'est alors que Perla sortit un dossier de son sac et le posa sur la table. Madame, dit l'un d'eux en regardant Maria, vous et vos enfants n'avez aucun droit légal sur cette propriété. Toute tentative de vente est une fraude. Les visages de mes enfants sont immédiatement tombés. Sandra a ouvert les yeux avec fureur et a crié « C'est un mensonge. Maman nous a dit que la maison était à nous. » Roberto a frappé du poing sur la table et Ravière m'a pointé du doigt. « Tu es un vieux salaud. Tu nous as formanés. Vous n'avez aucune autorité sur cette propriété. L'atmosphère volvio tenso. MIS y jo empezaron a discutir entre ellos. Culpando uno a otro.
Sandra le grita bas à Roberto que l'habita asegurado que todo estaba en orden. Javier accusaba a su madre de haberlo enganado. Maria trataba de calmarlo, pero su voz se quebraba. Yo observaba en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Por fin estaban probando un poco de la desesperación que me hicieron sentir. Roberto me cherche avec la cara roja de rabia. Viejo, c'est ce que je planais depuis des années. No robaste el lo que no correspondait. J'ai répondu avec fermeté. Je ne leur ai rien volé. Ce que j'ai fait, c'est m'assurer que mes efforts ne tombent pas entre les mains de personnes ingrates. Tu as choisi de suivre ta mère et de me trahir. Perla a choisi de me respecter, et c'est pour cela qu'elle a tout gardé. Les mots restaient en suspens. J'ai vu dans ses yeux un mélange de haine et de peur. Maria se laissa tomber sur la chaise, vaincue. Il n'en dit pas plus. Je savais que j'avais perdu. C'était la première confrontation. Il n'y a eu ni coup ni cri de ma part, juste la vérité exposée sur la table avec des preuves qu'il ne pouvait pas nier. Et même s'il savait que la guerre n'était pas finie, ce moment marqua le début de sa chute. Après cette confrontation chez le notaire, je pensais que Maria et mes enfants allaient accepter la défaite, mais j'avais tort. Cette même nuit, les appels, les messages et les menaces ont commencé. Roberto fut le premier. J'ai répondu et j'ai entendu sa voix pleine de fureur. « Mec, ne pense pas que ça va rester comme ça. Nous allons chercher de meilleurs avocats que le vôtre. Nous allons prouver que vous avez falsifié ces documents. » Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'il soit fatigué et j'ai juste répondu « Cherchez-les. La vérité est déjà écrite et ne peut être effacée par des cris. » Il raccrocha furieux. Le lendemain, Sandra est apparue à la porte de l'hôtel où je logeais avec Perla. Elle n'était pas seule, elle était accompagnée de 2 gars à l'air menaçant. Il a crié en pleine rue. « Sors, papa, qu'est-ce que tu gagnes en nous humiliant? Tout ce que tu as nous appartient. Tu ne peux pas nous laisser dans la rue. » Perla s'est levée pour la confronter, mais je l'ai arrêtée. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé fermement ma fille. Cris insultes. Cet après-midi, reunimos et los abogados. Elo ya sabian elo que pasaba. Don Esteban era de esperarse. Supposa y su hijo no se van a rendir facilement. Van a manipulant un tentar. Van a gastar elo que no tienen en pleto y van a inventar historia. Usted debe mantenerse tranquilo. La ley está de su lado. Yo senti, pero por dentro senti un fuego que me quemaba. Pas de temps à perdre, pas d'indignation. Dans quelques jours, vous recevrez une notification légale. Maria et ses 3 enfants m'ont accusé de fraude, assurant que vous aviez manipulé des documents et trompé Perla pour qu'elle mette tout à votre nom. La demande était absurde, mais suffisante pour essayer de m'épuiser. Les avocats m'ont rassuré. Ils n'ont aucune preuve. C'est juste du bruit pour confondre. Nous allons réagir et tout va tomber sous son propre poids. Perla était avec moi à chaque pas. Elle n'était pas intimidée. Papa, laisse-les couler. Ils dépensent de l'argent pour embaucher des avocats qui ne feront qu'en tirer davantage. Chacune de ces pièces est un autre clou dans sa propre tombe. Je l'ai écoutée et cela m'a donné de la force. La voix si ferme m'a rappelé pourquoi je lui avais fait confiance depuis le début. Une nuit, j'ai reçu l'appel le plus douloureux. C'était Marie. Sa voix était bouleversée, comme celle d'un animal acculé. « Esteban, comment as-tu pu nous faire ça pendant 50 ans ensemble et maintenant tu nous laisses à la rue? Tu n'as pas de cœur. » Tout ce que nous avons construit a été réalisé avec mon soutien. J'ai aussi travaillé. J'ai souffert aussi. J'ai un rôle. Je la laisse parler. Je suis resté silencieux pendant un moment, puis j'ai répondu calmement. « Maria, tu m'as livré comme un criminel. Tu m'as expulsé après un demi-siècle. Tu m'as effacé de la vie de mes enfants. Ne me parle pas de soutien ou de souffrance. Vous avez décidé de ce chemin. » Elle a pleuré, m'a insulté et a finalement raccroché. Le lendemain, j'ai découvert qu'ils avaient essayé d'entrer dans la maison de Perla, pensant qu'ils pouvaient prendre des documents ou casser quelque chose. Les voisins ont appelé la police et ne faisaient rien. Il était évident qu'ils étaient désespérés, sans droit légal. De plus, nous avons des messages et des testigos de su comportamiento abusivo. Con esto no solo los dejamos sin bien, sino también endeudado. Perla sintió sin dudar. Yo respiré hondo. Nunca pensé que le Garia a eu ce ponto, pero entendía que era necesario. Mi hijo seguió lamando. Javier, borracho una noche, maître gritó por téléphone. C'est un malfaiteur. Ojala te mura pronto. Ne te va pas à perdre n'importe qui. Le répondez sans lever la voix. Pas besoin de vous perdre. Celui qui doit charger avec son oxygène est là. Oh, j'ai raccroché.
Au milieu de tout ce chaos, je n'étais plus le même homme vaincu arrivé au Mexique avec une vieille valise. Maintenant, il avait un plan, il avait des alliés, surtout, il avait de la dignité. Chaque menace, chaque mensonge, chaque tentative de me détruire m'a rendu plus fort. Je savais que la fin approchait, même s'ils essayaient tous leurs mouvements. Le résultat était écrit. Ils allaient tomber. Le jour où tout a commencé à éclater au grand jour, je m'en souviens comme si c'était hier. Les avocats m'ont convoqué tôt à leur bureau. Ils avaient préparé un ensemble de preuves, des documents signés, des actes juridiques, des copies de la fausse hypothèque que Maria avait tenté de contracter et des messages dans lesquels mes enfants m'insultaient et se moquaient de moi. Don Esteban, m'a dit l'avocat plus âgé, le moment est venu de dénoncer tout cela, non seulement devant les tribunaux, mais aussi dans les médias. Au début, j'ai hésité. Je n'aimais pas l'idée d'exposer les problèmes familiaux devant tout le monde, mais j'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre option. Maria et mes 3 enfants avaient décidé de m'humilier publiquement dès le jour où ils m'avaient remis à l'immigration. Maintenant, c'était à leur tour de faire face à la honte. Le même après-midi, la nouvelle a commencé à circuler. Un journal local a diffusé un reportage intitulé « Ma femme dénonce son propre mari, mes pères ». La maison pour fraude. Mon nom est apparu sur l'écran, mon histoire de travail acharné et la trahison que j'ai subie. Ils ont montré des photos de la maison, des entretiens avec des voisins qui ont confirmé comment ils m'avaient emmené en tant qu'étranger et des déclarations des avocats expliquant que tout était au nom de Perla. La même nuit, j'ai reçu des appels de connaissances dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. Connaissaient le malheur que j'avais vécu. Par contre, ce n'était plus moi qui avais l'air mal, mais eux. Perla m'a montré les commentaires sur les réseaux sociaux. Les gens étaient indignés. Comment est-il possible pour une femme d'abandonner le mari avec qui elle a vécu 50 ans? Quels enfants ingrats! Même les animaux ne font pas ça. J'espère qu'ils enlèveront tout. Voir ces mots m'a blessé, mais cela m'a aussi procuré une étrange satisfaction. Le monde voyait la vérité. Le lendemain, Maria m'a appelé en pleurant. Sa voix était un tourbillon de désespoir. « Esteban, qu'as-tu fait? Les gens m'insultent dans la rue. Mes amis ne répondent pas à mon téléphone. Les voisins me tournent le dos. Je ne peux pas sortir sans être regardé avec mépris. » Je me suis écouté. Je ne ressens pas le silence. Puis j'ai répondu, « Je n'ai rien fait, Maria. C'est votre propre ambition qui vous a amené ici. Maintenant, tu testes ce que tu m'as fait ressentir. » Il m'a pendu entre des graines de soja. Roberto m'a aussi appelé, mais pas pour pleurer, mais pour insulter. « Mec, tu nous as ruinés. Tout le monde au travail se moque de moi. Mes compagnons, ils me traitent de traître. On me dit que je vis en volant mon propre père. Je ne peux même pas lever la tête. » J'ai seulement répondu, « Ce qui te fait mal, ce n'est pas la moquerie, c'est la vérité. » Et j'ai raccroché. Cet après-midi-là, d'autres nouvelles arrivèrent. L'actualité nationale s'est emparée de l'affaire. Ce n'était plus seulement un problème local, mais un problème national. Ils ont montré ma photo de jeune homme travaillant dans le bâtiment. Ils ont raconté comment j'avais traversé la frontière pour donner un avenir à mes enfants et ils ont raconté comment ma femme avait appelé l'immigration pour se débarrasser de moi. L'indignation grandit. Les commentaires en ligne se comptent par milliers. Certains disaient « Cet homme mérite le respect, pas la trahison ». D'autres ont écrit « La avaricia détruit la famille. Que vergüenza de hijo ». Mes 3 hijos no tardaron en sentent les conséquences. Roberto, moi mondo a mensage. Papa, porte culpa moi despidion. Dijeront que no quiero empleado con esa reputación. Sandra escribió otro. Mi amiga ya no moi blanc. Todo met sonalant como la hija que quiso dejar a su papa en la cal. Javier, moi l'amo borracho. Viejo, pas de saber lo que hiciste. No destruiste la vida. Yo escuchaba todo con calma. Et lo mismo habían cavado su tumba. Perla me abrazó esa noche y me dijo, Papa, este solo el comienzo. Elo apenas están probando elo que significa perder elo que nunca valoraron. Su palabra moi reconfortaron. Sentia que cada lágrima que habí derramado en soldad ahora se transformaba en fuerza. Los días siguientes, la presión sobre lo fut aumentando. Vecino que se juntaban con Maria dejaron de visitarla. En la iglesia la gente murmuraba a su espalda. En el mercado alguno le negaban el saludo. La vergüenza se había convertido en su sombra. Yo los imaginaba caminando con la cabeza agachada, sin poder soportar las miradas de desprecio. Pensaba en el contrato. Yo que había sido humillado por el ofrente a los vecinos. Cuando me sacaron de mi casa, ahora veía cómo eran ellos los que no podían salir a la calle sin sentir la misma vergüenza.
Iong sabia que el climax o no legaba, que faltaba la queda final, e podia saborear el principio de la justicia. El mundo los veía como elo que realmente. Tredor, eso para mí era apenas la primera parte del castigo que merecían. El juicio llegó más pronto de elo que esperaba. Los abogados me dijeron que era el momento de poner todo sobre la mesa, que ya no había marcha atrás. E esa mañana me vestí con la misma ropa sencilla de siempre, pero me peiné y me afeité con cuidado. Quería entrar al tribunal con la frente en alto, no como víctima, sino como hombre digno. Perla me acompañaba, tomada de mi brazo, firme como siempre. Al llegar a la corte, César María y a Mitre y yo esperándome en el pasillo. Estaban distintos. Ya no tenían la seguridad que mostraban antes. Su rostro reflejaba cansancio, ojera, nerviosismo. Se notaba que las burlas de la gente y la presión social ya los habían golpeado. Aún así, cuando me vieron, intentaron aparentar fuerza. Roberto me gritó, «Vi, hoy se acaba tu mentira». Yo no respondí. Solo él me refugió y seguí caminando. Dentro de la sala, el juez tomó asiento y el ambiente se volvió tenso. Los abogados de María empezaron a hablar. Primero al Gabón que yo había manipulado a Perla, que la había obligado a firmar documentos bajo presión, que todo era un plan para dejarlo sin nada. Decían mentir con tanta seguridad que por momento pensé que podían convencer a alguien. Pero cuando llegó el turno de mi abogado, la verdad empezó a salir. Colocaron sobre la mesa las escrituras original firmada y registrada años atrás, cuando todavía nadie sospechaba nada. Mostraron los intentos de hipoteca que María hizo sin derecho alguno. Exhibieron los mensajes donde mi hijo me insultaban y me deseaban la muerte. El juez leía cada prueba con gesto serio y yo veía como las caras de María y mi hijo se desmoronaban poco a poco. Perla también habló. Se levantó con valentía y dijo, «Yo nunca fui obligada». Mi padre confió en mí porque sabía que era la única que él lo respetaba. Y hoy estoy aquí para confirmar que todo lo que él hizo fue legal. Mi madre y mi hermano él lo traicionaron, él lo entregaron, él lo humillaron, él no merecen nada. Su voz temblaba de coraje, pero no de miedo. Yo la miraba con orgullo. Esa hija era mi verdadero tesoro. María intentó defenderse, se puso de pie y gritó, «Eso es mentira. Yo estuve con él 50 años. Me correspond la mitad de todo». Pero el juez la interrumpió con firmeza. «Señora, los documentos son claros. Usted no tiene derecho legal sobre esta propiedad. El señor Esteban y su hija Perla único respaldado por la ley». María se quedó calada con la cara roja de rabia y vergüenza. Mi hijo reaccionaron peor. Sandra rompió lento diciendo que la estaban dejando a la cal. Javier culpó a su madre. «Tú no dijiste que todo era nuestro. No enganaste». Roberto golpeó la mesa y gritó, «Esto es una conspiración. No quieren destruir». El juez golpeó su mazo para imponer silencio y en ese momento entendí que todo se había terminado para él. La sentencia fue clara. Todo pertenecía a Perla. La hipoteca era un fraude y cualquier intento de apropiarse de los bienes sería castigado legalmente. Además, se les obligaba a pagar las costas del juicio, lo que significaba más deuda para él. Sentí un peso enorme salir de mi hombro. No era solo una victoria legal, era el reconocimiento de mi dignidad después de tanta humillación. Mientras salíamos de la sala, la prensa estaba esperando. Los periodistas me rodearon preguntando cómo me sentía. Yo solo respondí, «La verdad siempre sale a la luz». Me traicionaron, pero hoy la justicia habló. Detrás de mí, María y Mitre y yo intentaban cubrirse la cara, pero las cámaras no perdonaban. Su lágrima, su grito y su desesperación quedaron grabados para todo. Roberto me alcanzó a la entrada y me gritó con rabia, «Viejo, nos arruinaste. No vamos a olvidar esto». Yo lo miré y le dije, «No fui yo, fueron usted». Yo solo defendí lo que me correspondía. Se quedó calado sin argumento, con la mirada perdida. Verlo derrotado frente a todo fue un momento que nunca olvidaré. No era alegría lo que sentía, era justicia. Durante no soporté humillación en silencio. Pero ahora eran ellos los que tenían que bajar la cabeza. Esa noche en el hotel, Perla me abrazó y me dijo, «Papá, lo logramos. Se terminó». Pero yo sabía que aún faltaba el castigo final, es que la vida misma se encargaría de dar. Porque no solo habían perdido un juicio, también habían perdido su honra, su reputación y el respeto de todo.
Y esa era una cona mucho más pesada que cualquier sentencia legal. Después del juicio, pensé que todo terminaría ahí, pero el peor para María y mi traíjo apenas comenzaba. Los abogados me advirtieron que las deudas iban a caer encima como una avalancha. María había hipotecado la casa sin derecho y ahora los bancos le exigían pago que no podía cubrir. Los gastos del juicio, las multas y los honorarios de su propio abogado los dejaron sin air. Yo no tuve que mover un dedo más. La misma ambición que los llevó a traicionarme se convirtió en la soga que los estaba ahorcando. Los vecinos me contaban cómo la vida de Elo se desmoronaba día a día. María ya no salía de la casa sin recibir insulto. Las mujeres con las que on se juntaba a tomar, café le daban la espalda. En la iglesia, el sacerdote incluso habló en una misa sobre el valor de honrar a los padres. Y todos sabían que esa palabra iba dirigida a ella y a mi hijo. Se convirtió en una sombra encerrada. Sin orgullo, sin amigo. Roberto perdió su trabajo poco después del juicio. Me entré por conocido que sus jefes ya no lo soportaban por la vergüenza pública que cargaba. ¿Cómo vamos a confiar en un hombre que traiciona a su propio padre? Le dijeron. Su compañero se violaban en la oficina. Lo llamaban el hijo desagradecido y al final no tuvo más remedio que renunciar. Terminó endeudado, con cuenta que no podía pagar y con un carácter cada vez más amargado. Sandra también sintió el golpe. Su amiga dejaron de invitarla a reunión. Su vecino ya no la saludaban. Me dijeron que una vez en el mercado una mujer la enfrentó y le gritó. Ella hija que quiso dejar a su padre en la calle. ¿No te da vergüenza? Ella se fue llorando, incapaz de responder. La soberbia que mostró aquel día en la notaría se había convertido en lágrima frente a todo. Javier, por su parte, cayó en el alcohol. Me llamaba a veces borracho para insultarme y culparme de su desgracia. Viejo, no dejaste sin nada, nos arruinaste. Pero en el fondo sabía que no era verdad. Él mismo había acabado su tumba con cada palabra de odio que me lanzó. Se volvió inestable, perdió amigo y hasta su pareja lo abandonó, harta de su carácter violento y de su deuda. María intentó acercarse de nuevo. Un día me llamó con voz cansada, derrotada. Esteban, te lo ruego, ayúdanos. Somos tu familia, no nos dejes así. Yo escuché en silencio. Recordaba cada palabra que me dijo cuando llamó a migración, cada gesto frío, cada traición. Cuando terminó de hablar, solo le respondí. Familia no es la que te entrega. Familia es la que se queda contigo en las malas. Tú decidiste borrarme. Ahora yo ya no puedo hacer nada por ti. Y colgué. Esa fue la última vez que escuché su voz. Mientras él se hundió en deuda y vergüenza, mi vida con Perla empezó a tomar otro rumbo. Regresamos a la casa, y esa que habían querido arrebatarme. La primera vez que crucé la puerta de nuevo, sentí un nudo en la garganta. Todo estaba cambiado. Pintado de otro color, con muebles nuevos que Elo habían comprado creyendo que eran dueños. Pero nada de eso importaba. Esa era mi casa construida con mi mano y estaba de vuelta en mi santa. Ella Perla me ayudó a poner de nuevo alguna foto familiar, las que quedaban guardadas. Pusimos una en especial, una donde aparecíamos ella y yo cuando era niña con el dibujo de la casita que me regaló hasta Antoano. Esa foto la colgué en la sala para recordarme que a pesar de todo siempre hubo alguien que me respetó. Las noticias siguieron hablando de mi caso por semana. Decían que era un ejemplo de cómo la ambición destruye familia y de cómo la justicia ontarde le gars. A mí no me gustaba tanta exposición, pero entendía que era parte del castigo público para Elo. Cada reportaje, cada nota era una piedra más sobre la espalda de María y mi traíjo. Un día, mientras caminaba por el vecindario, una vecina se me acercó y me dijo, Don Esteban, usted es un ejemplo. Le hicieron lo peor, pero al final salió adelante. Yo solo sonreí y le agradecí. No buscaba ser ejemplo de nada, solo quería vivir en paz después de tanto dolor. Esa noche me senté en mi viejo sillón con Perla a mi lado. Miré alrededor y respiré profundo. Había recuperado mi dignidad, no con grito ni golpe, sino con paciencia y justicia. María y mi hijo estaban hundidos en deuda, desprecio y soledad. Yo, en cambio, tenía algo que ellos nunca podrían comprar, respeto y paz interior. Perla me tomó la mano y me dijo, Papá, ellos eligieron el camino de la ambición. Nosotros elegimos el de la verdad, por eso estamos aquí juntos. Cerré los ojos un momento y sonreí.
no necesitaba nada más. La justicia ya estaba cumplida. M.